Présente, donc je m'appelle Aurélie Taillard, je suis gestionnaire de recouvrement à l'URSSAF Centre-Val de Loire, donc pour les travailleurs indépendants précisément. Donc je m'occupe, je fais de l'accueil, je fais des stages créateurs, donc des présentations comme celle-ci aujourd'hui, des salons également, donc sur lesquels justement on présente ce qu'est l'URSSAF, comment s'inscrire, tout le parcours de quelqu'un qui est indépendant, hein, donc de la création à sa radiation en passant par les déclarations comptables. Donc aujourd'hui, ça va être une présentation donc, dans sa globalité du travailleur indépendant et un petit peu, on va voir un petit peu les notions de l'embauche d'un salarié éventuellement. Alors, donc on va démarrer. Donc, quel statut pour quel impact? Alors, hop, c'est ça qui me gêne. Donc, la sécurité sociale, c'est quoi? Donc, en fait, la sécurité sociale, donc, ça regroupe 3 régimes, donc le régime agricole, le régime général et les régimes spéciaux. Donc, le régime général, donc ce qui va nous concerner, donc la branche recouvrement est représentée par l'URSSAF, la branche famille est représentée par la CAF, hein, les allocations familiales, la branche maladie donc, est représentée par l'assurance maladie, la CPAM, hein, plus connue sous le nom de CPAM, branche risque professionnel également. La branche retraite est représentée donc, par l'assurance retraite, appelée également CARSAT, et nous avons donc la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui est représentée par la CNSA. Alors, garantir la répartition exacte des ressources sociales de manière efficace. Donc, il faut savoir que l'URSSAF, en moins de 5 heures, répartit du coup l'argent collecté, hein, parce que nous avons pour mission de collecter l'argent des cotisations pour le reverser aux différentes caisses en fonction des différents risques. Donc, vous déclarez et payez au niveau de l'URSSAF. En 3 heures, donc, la Caisse nationale récupère les fonds et en 1 heure, les fonds sont reversés donc, dans les différentes caisses CAF, CARSAT et CEPAM. En moins de 5 heures, donc, les réseaux des URSSAF reversent l'argent donc, des cotisations aux caisses prestataires, hein, dans toute sa globalité, ça équivaut à moins de 5 heures. Il faut savoir qu'en 2024, nous avons encaissé 588,5 milliards d'euros. Et il faut savoir que sur 100 euros encaissés, c'est 31 centimes de coût de gestion des URSSAF et CGSS. Donc les CGSS, ce sont les caisses de sécurité sociale qui se trouvent dans les DOM-TOM. Alors par contre, la visibilité, voilà. Donc le statut juridique. Alors juste pour précision, si vous avez des questions, on les verra en fin de diaporama. Je vous fais ma présentation et puis après, notez vos questions et puis j'y répondrai à la fin. Donc le statut juridique, donc aide au choix du statut juridique, donc sur le site monentreprise.fr, hein, donc vous avez un site qui vous permet également de choisir votre statut, faire des simulations donc sur www.mon-entreprise.ursaf.fr si je ne me trompe pas, Laura, je ne me trompe pas, .ursaf.fr, mon entreprise, ou Linda, C'est ça, Oui, c'est ça. voilà, j'avais le doute, mon-entreprise.ursaf.fr. voilà. Donc, dans le statut juridique, vous pouvez être seul ou à plusieurs. Donc, si vous êtes seul, vous êtes en entreprise individuelle, donc vous pouvez avoir le statut d'auto-entrepreneur, mais également le statut de travailleur indépendant et être également gérant associé unique donc de l'entreprise. Dans ce cas-là, vous êtes non salarié de l'entreprise ou à plusieurs également. Donc, vous pouvez être en SARL et gérant majoritaire de cette SARL et auquel cas, vous êtes pareil, non salarié de l'entreprise, donc travailleur indépendant. Donc, nous avons l'entreprise individuelle et l'entreprise en société dès lors que vous êtes en EURL ou en SARL. Lorsque vous êtes assimilé salarié, donc même chose, seul, en EURL, lorsque vous êtes gérant non associé rémunéré ou président de SASU, vous êtes assimilé salarié. Si vous êtes à plusieurs en SARL et que vous êtes gérant minoritaire ou égalitaire rémunéré, vous êtes assimilé salarié. Et président ou directeur général de SAS ou de SA, même chose, assimilé salarié. Donc, on a la société unipersonnelle d'un côté et les sociétés de l'autre. Donc, le régime fiscal et cotisations sociales. Donc, le régime d'un auto-entrepreneur, donc déclarer et payer mes cotisations.
Alors, comment sont calculées les cotisations sociales et l'impôt sur le revenu? Donc, vous devez déclarer et payer vos cotisations sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr ou depuis l'application mobile Auto-entrepreneur URSAF. Donc, ça, c'est pour un auto-entrepreneur. La déclaration et le paiement mensuel sont fortement conseillés. En effet, déjà, souvent, un auto-entrepreneur peut être inscrit à France Travail. Donc, il est préférable, effectivement, que vous soyez en périodicité mensuelle. C'est- Et puis, même pour le calcul de vos cotisations, c'est plus simple pour vous permettre un meilleur paiement de vos cotisations aussi sur l'année. Hein, d'être en mensuel, c'est vivement conseillé. Des taux spécifiques en fonction de l'activité seront appliqués sur le chiffre d'affaires encaissé pour le calcul donc, de vos cotisations et contributions sociales, la contribution à la formation professionnelle, appelée aussi CFP, l'impôt sur le revenu si vous optez pour le versement libératoire, hein, parce que c'est une option, c'est vous qui choisissez si vous souhaitez opter pour le versement libératoire de l'impôt ou non, et en fonction aussi de votre éligibilité à ce versement libératoire de l'impôt. Alors, pour connaître les taux de cotisation, vous pouvez consulter avec l'ACRE et sans l'ACRE. Donc, vous pouvez faire des simulations. Alors, je vais vous passer une petite vidéo qui va vous expliquer un petit peu tout ça. Si je peux la voir, la vidéo. Ah, Laura, c'est toi peut-être. Ouais. On n'a pas le son. En fait, je fais un partage. Attendez, j'arrête le partage, je recommence. J'inclus le son. En tant qu'auto-entrepreneur, vous devrez déclarer votre chiffre d'affaires et payer vos cotisations sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr ou depuis l'application mobile Auto-entrepreneur. La déclaration et le paiement mensuel sont très fortement recommandés, surtout pour les personnes indemnisées par France Travail. Les taux spécifiques en fonction de la nature d'activité seront appliqués au chiffre d'affaires pour le calcul de vos cotisations et contributions sociales, contributions à la formation professionnelle et impôt sur le revenu si vous avez opté pour le versement libératoire de l'impôt. Pour connaître les taux, nous mettons à votre disposition deux liens, les taux avec le bénéfice de l'ACRE et les taux sans le bénéfice de l'ACRE. Et pour en savoir plus sur l'auto-entrepreneur, nous vous invitons à consulter le diaporama dont le lien est disponible sur cette page. Voilà donc pour cette présentation. Après, je ne sais pas, ils auront en possession le diaporama, Laura, ou pas? Oui. Oui, donc vous pourrez aller directement consulter les liens qui seront dans le diaporama. Les cotisations travailleurs non salariés ou assimilés salariés. Donc, si vous êtes travailleur non salarié, que vous avez un revenu imposable de 30 000 €, donc le coût total de l'entreprise reviendra donc au revenu imposable, du revenu imposable plus les prélèvements sociaux, ça vous fera environ 42 000 €. Si vous êtes assimilé salarié, donc président donc, de SAS, SASU ou gérant minoritaire ou égalitaire de SARL, donc si vous avez la même chose, un revenu imposable à 30 000 €, le coût total de l'entreprise sera d'environ 54 000 €. Donc pour en savoir plus, vous pouvez consulter cotisations sociales lorsque vous aurez le diaporama. Le calcul des cotisations, travailleurs non salariés. Donc, lorsque vous êtes en début d'activité, les 2 premières années, les calculs de cotisations sont effectués sur des bases forfaitaires. Donc, première, deuxième année sur une base forfaitaire et à partir de la troisième année, on calcule sur du N-1 sur du N-2 pardon, les provisionnels, régularisés sur du N-1 lorsqu'on vous appelle les revenus au moment des impôts. Donc là, vous avez la base forfaitaire donc, de calcul selon les différents risques, hein, selon la maladie, maternité, l'invalidité, décès, retraite de base. Enfin, voilà, vous avez tous les différents risques qui sont appelés en fonction de la base forfaitaire de calcul. Des taux sont appliqués et vous avez le montant qui vous est appelé par rapport à ces taux et cette base de calcul.
Le calcul des cotisations, donc travailleurs non salariés. Donc en rythme de croisière, lorsque vous arrivez à votre 3e année d'activité, donc un échéancier est mis à disposition sur votre compte en ligne. Il indique le montant de vos cotisations pour l'année en cours, calculé à titre provisoire sur la base du dernier revenu d'activité non salarié connu. Dès que les impôts transmettent le montant de votre revenu professionnel, donc là 2026, en 2027, un nouvel échéancier 2027 est mis en ligne et comprend donc le calcul de la régularisation de vos cotisations 2026, le recalcul du montant de vos cotisations provisoires 2027 et à titre d'information, le montant provisoire de vos premières échéances de 2028 qui est également indiqué sur la notification. Vous pouvez bénéficier d'un remboursement des cotisations versées en trop si la situation de votre compte le permet. Donc ça, c'est vraiment après en rythme de croisière. Donc comme je vous disais, vous avez la notification de régularisation donc N-1 et calcul de provisionnel de l'année N. Alors, les cotisations minimales, travailleurs non salariés. Si vos revenus sont déficitaires ou inférieurs à un certain seuil, vous devez cotiser sur une base annuelle minimale, donc sauf les cas particuliers, même si vous êtes par ailleurs salarié ou retraité. Donc, vous devez cotiser donc, pour les 4 risques qui sont indiqués, donc la maladie 2, la retraite de base, l'invalidité d'essai, la formation professionnelle. Donc, on applique une base de calcul donc, forfaitaire et sur laquelle on applique également un taux qui vous calculera donc, des cotisations minimales annuelles. Donc, la cotisation minimale de retraite de base doit permettre de valider 3 trimestres de retraite. Pour pouvoir valider 4 trimestres de retraite de base en 2026, il est nécessaire d'avoir un revenu professionnel annuel de 600 SMIC horaires, donc soit 7 212 € au 1er janvier 2026. Les autres cotisations, donc assurance maladie, retraite complémentaire, allocation familiale et CSG-CRDS, sont calculées en fonction du revenu réel. Donc quand on vous dit selon votre activité 1 255 € ou 1 274 €, c'est en fonction de la CFP, qui peut varier en fonction si vous êtes artisan ou commerçant. Les taux de cotisation assimilés salariés. Donc, le total des charges sociales représente environ 60% du salaire brut, soit l'équivalent de 80% du salaire net. Si vous ne vous versez pas de salaire, vous ne payez pas de cotisation. En tant que mandataire social, vous êtes considéré comme un cadre. À ce titre, il y a des cotisations complémentaires, retraite complémentaire cadre, prévoyance. En fonction de la convention collective, il peut y avoir des différences. Donc, la mutuelle soins de santé doit être mise en place dans l'entreprise. Donc, ça, c'est relatif à un assimilé salarié. Donc, vous avez la même chose en fait que quelqu'un qui est salarié dans une entreprise. Pour aller plus loin, alors puis-je exercer une activité indépendante à côté de mon activité salariée? Oui, vous pouvez tout à fait exercer une activité indépendante à côté de votre activité salariée. Donc, avant de créer votre activité, il convient de vérifier auprès de votre employeur si cela est possible. Donc, selon les contrats de travail, il peut y avoir une interdiction. Effectivement, l'employeur peut refuser que vous réalisiez une activité si celle-ci vient en concurrence déloyale par rapport à ce que lui exerce comme activité pour laquelle vous travaillez en tant que salarié. Donc, effectivement, vous devez absolument demander l'autorisation. Votre employeur continuera à gérer donc, les déclarations de votre activité salariée. En ce qui vous concerne, vous n'aurez qu'à déclarer les revenus de votre activité indépendante pour payer directement les cotisations et contributions sociales relatives à celle-ci. C'est-à-dire que vous n'allez pas déclarer et vos revenus salariés que vous dégagez dans votre activité à côté et vos revenus indépendants rassemblés, si vous voulez, dans votre déclaration de revenus des indépendants. Vous distinguez bien les deux. Vous avez vos revenus salariés et vos revenus tirés de votre activité indépendante. Donc, exemple, je peux être salarié et auto-entrepreneur, donc oui. Je peux être salarié et gérant ou président d'une société, oui. Et je peux être salarié, auto-entrepreneur et artiste-auteur. Voilà, donc tout ça ne pose pas de problème dès lors que vous en parlez à votre employeur initial. Comment basculer du régime fiscal simplifié au réel? Donc, des démarches auprès de votre URSSAF via le compte en ligne, donc une simple demande écrite et justificatif de votre demande faite aux impôts. Donc, lorsque vous voulez basculer d'un régime à un autre, donc, par exemple du régime auto-entrepreneur vers le régime travailleur indépendant ou inversement,
vous devez justifier donc de l'attestation des impôts que vous avez bien basculé. Alors souvent, on demande au 1er janvier de l'année. Donc, démarche auprès de votre centre des impôts. Donc, demande à réaliser durant la période d'ouverture de déclaration de revenus, donc avril à juin, pour prise en compte au 1er janvier de la même année. C'est ce que je vous disais, donc au 1er janvier d'une année. Renouvellement par tacite reconduction. Donc, mon conseil URSSAF, un ensemble de solutions pour vous aider. Donc, une question, un doute. Avec mon conseil URSSAF, accédez à un ensemble de solutions gratuites pour vous aider à effectuer vos démarches sans vous tromper. Donc, par exemple, une première embauche, vous souhaitez embaucher un salarié. Donc, vous avez un accompagnement personnalisé et entièrement gratuit pendant 12 mois pour vous aider en tant que nouvel employeur dans vos démarches administratives et déclaratives. Déclaration préalable à l'embauche, donc les fameuses DPAE, et la déclaration sociale nominative, DSN. Vous pouvez également, donc, pour une visite conseil de la part d'un spécialiste, au plus tard dans les 18 mois après l'embauche de votre premier salarié, afin de sécuriser vos pratiques et être guidé dans l'application de la réglementation. Donc, d'autres services vous seront proposés au fur et à mesure du développement de votre entreprise. Donc, on va écouter la petite vidéo qui va vous résumer ce que je viens de vous dire. Depuis mon conseil URSSAF, vous accédez à un ensemble de services gratuits et personnalisés pour sécuriser vos démarches, notamment pendant 12 mois dans le cadre d'une première embauche pour connaître vos obligations administratives et déclaratives. Vous pouvez également demander à bénéficier d'une visite conseil par un spécialiste pour être guidé ou sécurisé dans l'application de la réglementation et éviter les erreurs. D'autres services vous sont proposés, notamment en début d'activité avec mes premiers mois avec l'URSSAF, dédiés uniquement aux travailleurs non salariés, pendant 9 mois pour les auto-entrepreneurs et 15 mois pour les autres créateurs. Et tout au long du développement de votre entreprise, l'URSSAF vous proposera d'autres services pour vous accompagner. Voilà, donc cette vidéo résumait ce que je venais de vous dire au préalable. Donc, toujours plus d'informations. Donc, vous avez différentes applications. Donc, la chaîne YouTube, donc URSSAF Centre-Val de Loire, Instagram URSSAF officiel, LinkedIn URSSAF Centre-Val de Loire, le compte X URSSAF officiel, TikTok URSSAF officiel et site internet, donc ursaf.fr, leTES.ursaf.fr. Alors, le TES, c'est pour les personnes qui embauchent des salariés. Moins de 11 salariés dans la société, vous pouvez utiliser le TES. Alors pour ceux qui connaissent le CESU, c'est un petit peu le même principe, mais pour des emplois de salariés au sein d'une société. C'est un service simplifié de déclaration qui vous permet donc de faire la déclaration d'embauche à partir du TES, déclarer les salaires que vous versez à vos salariés et le TES fait la fiche de paye pour votre salarié et le calcul des cotisations en fait. Donc après, vous n'avez plus qu'à payer les cotisations relatives au salaire que vous versez. Ça remplace un peu le travail du comptable, mais à titre gratuit, quoi, quand on n'a pas de comptable. Voilà. Alors, donc vous avez le QR code après, donc que vous pourrez utiliser pour donner votre avis, mais ça, on verra, enfin, vous le ferez une fois qu'on aura terminé donc la présentation. Donc là, le diaporama est terminé. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de voir? Ou est-ce que vous voulez qu'on revienne sur des slides? Dites-moi. Oui, allô? Oui. Oui, excusez-moi, je suis arrivé un tout petit peu après le début, je ne sais pas si vous l'avez présenté, et je me pose la question de l'intérêt d'avoir le statut de salarié ou assimilé salarié versus les autres statuts. C'est quoi les… Alors après, les intérêts, ça, faudra les établir avec un comptable en fonction de la création de votre entreprise. En fait, tout dépend de vous, ce que vous souhaitez créer comme entreprise. Parce qu'en fait, vous avez vu, il y a plusieurs statuts qui existent. Vous avez le statut d'auto-entrepreneur. Oui. Imaginons, on est plusieurs, oui. et qu'on a les possibilités, c'était sur la droite de votre graphique. Quel est l'intérêt pour un porteur de projet? Est-ce que c'est plus favorable d'être salarié, assimilé salarié? Alors ça, encore une fois, ça fait pas partie de nos compétences en URSSAF de vous dire ce qui est plus avantageux pour vous ou non.
en fonction de votre activité. Si vous avez une activité relative à la profession libérale, réglementée ou non, vous avez l'ARAPL qui peut vous renseigner pour vous dire si effectivement il vaut mieux tel statut ou tel statut. Sinon, il faut vous diriger vers un comptable parce qu'en fait, le comptable va prendre toute la généralité, va prendre votre situation personnelle, va prendre la société que vous souhaitez créer. Enfin voilà, elle va prendre tous les paramètres qui existent par rapport à votre création d'entreprise et va vous dire quel est le statut le mieux adapté. Nous, en URSSAF, ce n'est pas notre rôle de vous donner les statuts. On vous indique les statuts existants, mais après, pour savoir quel statut choisir, il faut vous diriger plutôt vers un cabinet comptable. Ok. Vous avez aussi le site monentreprise.fr qui peut vraiment vous donner des idées par rapport au statut le plus adapté. Bah, en fait, j'ai accès personnellement à un conseil sur le statut. Donc, c'est pas le statut. Moi, la question, c'est vraiment comment, à titre personnel, je me sécurise tout en étant porteur de projet. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut vous rapprocher d'un organisme de gestion. Aussi, ouais. Voilà, un organisme comptable, un organisme de gestion qui pourra vous dire en fonction de toute votre situation. Parce que là c'est pas en me disant, voilà, moi, je ne sais pas quel statut choisir, soit salarié, soit simili-salarié, soit indépendant. Là, comme ça, nous, on ne peut pas vous dire. Et puis même, nous, on n'a pas la compétence de renseigner sur le statut à choisir. Parce que c'est vraiment un ensemble, c'est vraiment une étude en fonction de ce que vous allez présenter qui va déterminer votre statut. Donc, c'est pour ça que vous devez vous rapprocher d'un cabinet comptable ou d'un organisme de gestion qui, lui, va prendre tous les paramètres de votre activité, de votre statut personnel projet, et de votre projet et qui va déterminer le statut le mieux adapté à votre situation. Ok, mais donc du coup, la présentation, c'était juste pour nous dire, ok, il y a ces statuts et voici l'impact de ces statuts sur les Voilà, cotisations que vous exactement. ramassez. Voilà, nous, on vous présente les statuts Mais existants, on vous explique le calcul des cotisations en fonction des statuts, comment vous allez être appelé. Et voilà, nous, c'est notre rôle parce que nous, l'URSSAF, on est centre de recouvrement. On n'est pas, on vous dirige pas à vous dire, bah voilà, faut créer telle entreprise. Voilà, on explique ce qu'il existe comme oui, mais, statut, on explique le parcours de l'entreprise au niveau des déclarations, mais après, on peut pas vous dire quoi choisir comme statut. ouais, mais alors, excusez-moi, pardonnez-moi de vous dire que c'est sûr que là, vous nous précisez quels vont être les coûts associés à tel statut, mais il y a aussi, chaque statut a ses avantages, donne accès à des droits. Et Ah ce bah qui oui, serait ah bah ça je suis intéressant, c'est d'accord de avec vous, savoir, mais c'est pour ça qu'il faut choisir le bon statut en fonction de votre projet. Mais là aujourd'hui, c'est pas l'objet de la présentation de dire quel statut choisir en fonction de quelle situation. oui, mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir quels sont les droits associés à quand on est porteur de projet non salarié ou Après, salarié. les droits qui vont vous être, Alors après, quand vous parlez de droits, vous parlez de quoi précisément? Bah, je sais pas, on a un système de sécurité sociale. J'imagine que selon Ah bah après, le travailleur indépendant, maintenant, est au même titre qu'un salarié au niveau de la sécurité sociale. La seule chose, en tant qu'indépendant, la seule chose à laquelle vous ne cotisez pas, c'est l'assurance chômage et la mutuelle. voilà, ce qui serait Voilà, intéressant, ça c'est serait de les seules savoir, choses. ok, Après, selon les vous catégories, il y pouvez a cotiser chômage, mutuelle. indépendamment en choisissant un organisme qui vous permet de cotiser à l'assurance chômage ou à la mutuelle. Ça, c'est possible. Mais sinon, d'un point de vue sécurité sociale, vous avez exactement les mêmes droits qu'un salarié maintenant. Donc, ok, sécurité sociale, chômage, retraite. Alors, pas chômage en tant qu'indépendant. Attention, c'est ce que je viens de dire. Le chômage, c'est ce que vous n'avez pas, justement. Vous ne cotisez pas pour le chômage en tant qu'indépendant. Ok. Donc là, pour ça, vous pouvez cotiser, mais en prenant un organisme à part. Ok. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un comptable ou un organisme de gestion qui pourra vous diriger le mieux vers votre statut parce qu'il va prendre tous les paramètres qui vous concernent pour pouvoir déterminer le statut qui convient le mieux à votre situation, en fait. Ok. Ouais. Parce que là, du coup, dans votre présentation, il y avait les cotisations pour les travailleurs non salariés, mais je n'ai pas vu la même chose pour les travailleurs salariés. Non, parce que, alors, nous,
On déploie spécifiquement le travailleur indépendant. On donne une information sur les cotisations salariées, mais assez brève, mais après, on ne rentre pas dans le détail du calcul. Du coup, si on vous le dit à un moment donné, Laura, je ne sais pas si tu peux revenir sur la diapo quand on parle des assimilés salariés avec les 80%. Je ne sais plus sur quelle diapo c'était. Non, c'est pas celle-ci. C'est pas prêt. Ça doit être plus bas, ouais. Là. Ouais. Encore plus bas, l'autre d'après. Voilà. Total des charges sociales représente environ 60% du salaire brut, sur l'équivalent de 80% du salaire net pour un assimilé salarié. Donc en fait, c'est l'équivalent d'un salarié classique. Hein. Ok. Après, si vous voulez plus d'informations concernant les salariés, vous pouvez contacter le 3957. Et là, vous aurez la ligne du régime général qui s'occupe uniquement de tout ce qui est partie employeur. Ok, bon. Parce que moi, je suis à l'étape de construction de mon projet et ce que je me pose comme question, c'est comment est-ce que j'entreprends tout en me sécurisant, sachant que je pense que le statut d'entrepreneur, comment dire, en auto-entreprise, il est moins protecteur de la personne que le statut salarié, mais j'en sais rien en fait. Alors après, l'auto-entrepreneur, c'est un régime simplifié, mais qui vous couvre de la même manière que les autres statuts. Après, c'est la façon de calculer les cotisations qui va être différente hein, pour un auto-entrepreneur. Vous êtes sur un taux forfaitaire qui regroupe tous les risques, mais vous cotisez exactement pour la même chose. Hein. Vous avez la maladie, la maternité, l'allocation familiale, la CGCRDS, la CFP, l'invalidité d'essai. Vous cotisez vraiment pour exactement les mêmes risques qu'un travailleur indépendant classique en auto-entreprise. Après, l'auto-entreprise, elle va être déterminée par des seuils en fonction de votre chiffre d'affaires. Et l'auto-entrepreneur, l'auto-entreprise, c'est aussi pour les entrepreneurs qui n'ont pas de charge. Quelqu'un qui n'a pas de charge, il peut choisir le statut d'auto-entrepreneur. Quelqu'un qui a des charges à déduire, vaut mieux qu'il se tourne vers le statut de travailleur indépendant. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte pour choisir un statut. Okay. Parce que vous, votre projet, c'est quoi? Vous voudriez faire quoi comme activité? C'est produire des produits et les commercialiser pour la nutrition santé. Mais moi, c'est une entreprise à plusieurs. Hein, c'est forcément une. D'accord. Oui, voilà. Donc c'est pour ça. Là, il y aura des charges, il y aura tout ça. Donc effectivement, le statut d'auto-entrepreneur, je ne pense pas qu'il convienne pour ce type d'activité. Et donc, du coup, dans ce type d'activité, nécessairement, je serai assimilé salarié sur la partie droite de votre graphique, là, seul ou à plusieurs. Pas nécessairement, parce que si vous avez une gérance majoritaire, vous êtes assimilé travailleur indépendant, donc non salarié. C'est quoi une Si on prend le côté gauche du tableau, donc si vous êtes à plusieurs en SARL gérant majoritaire, vous êtes non salarié. Ok, est-ce que vous pouvez détailler la nuance entre gérant majoritaire dans la partie gauche et gérant minoritaire ou égalitaire rémunéré? Alors, gérant majoritaire, c'est-à-dire que vous possédez plus de 50% des parts de la société. Et gérant minoritaire, c'est que vous êtes en dessous des 50% des parts de la société. Et après, alors attention, après, vous pouvez être en dessous des 50%, mais si vous formez un collège de gérance, on vous considère gérant majoritaire. Donc, c'est-à-dire que si vous formez un collège de gérance, c'est-à-dire que toutes vos parts sont associées, et du coup, ça forme un collège de gérance, et là, tous les gérants sont considérés majoritaires, donc travailleurs non salariés. Ok. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas si simple que ça. Il faut prendre le temps de bien choisir son statut et de voir avec un comptable en fonction de votre situation. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment au cas par cas, là. Hein. Ok, ça marche. Alors oui, Berline Fénelon. Oui, en fait, ma question, c'est par rapport au statut.
Si, par Oui, exemple, on était lors de la création de l'entreprise et toute seule, et oui, on était dans entreprise individuelle et qu'on a oui. quelqu'un qui nous rejoint, est-ce qu'on doit changer de statut? Alors, entreprise individuelle. Donc, entreprise individuelle, vous pouvez être auto-entrepreneur ou travailleur indépendant. Hein, donc, si vous êtes auto-entrepreneur, l'auto-entrepreneur reste unique. Hein, il y a pas de se rejoindre. Par contre, après, si quelqu'un vous rejoint, vous devenez associé. Donc là, dans ce cas-là, vous devenez enfin, vous êtes sous un autre statut. Vous pouvez être donc sous le. Excusez-moi, il y a des micros d'ouverts. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? Oui, merci. Donc, vous pouvez effectivement vous faire rejoindre par un associé. Dans ce cas-là, vous changez de statut. Ça, c'est possible. Vous pouvez très bien ouvrir votre auto-entreprise, admettons, vous ouvrez votre auto-entreprise, vous démarrez. Après, votre société évolue, bah, vous changez de statut. Ça pose aucun problème. Hein. Ou alors la personne qui vous rejoint, elle peut être aussi salariée chez vous. Vous pouvez la salarier aussi, Oui, c'est pas aussi. forcément quelqu'un Aussi. qui va être associé. Il y a différentes possibilités, quoi. D'accord. Ça répond à votre question? Ah oui, Oui, ça répond. Merci. très bien. Et après, j'aimerais savoir, est-ce que, en fait, la différence entre un URL et un SASU. Entre une EURL et une SASU. Alors, lorsque vous êtes en Oui, EURL, vous êtes gérant associé unique. Donc là, vous êtes non salarié, donc travailleur indépendant, non salarié. Et si vous êtes en SASU, vous êtes président de la SASU. Donc là, vous êtes assimilé salarié. Donc vous avez un statut de salarié. Une URL, vous êtes forcément gérant que la SAS, vous êtes président ou directeur assimilé salarié. d'accord, merci. Pour tout ça, c'est bien, comme disait ma collègue, c'est bien de faire des business plans avec les comptables. Ils ont vraiment tous les côtés, que ce soit fiscaux, sociaux, etc. Tous les volets que vous voulez savoir finalement, ils peuvent vous renseigner là-dessus. Et puis, on organise aussi, enfin, la CCI, la Chambre de commerce, organise aussi des salons Objectifs Entreprendre. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, des salons Objectifs Entreprendre, où là, vous pouvez vous rendre sur ces sites et on est tous présents, en fait. Bah, nous, l'URSSAF, hein, on est présents et tous les organismes qui peuvent aider à la création d'entreprises sont présents sur ces sites-là et c'est très intéressant pour monter votre projet car vous pouvez assister aussi à des conférences. Enfin voilà, vous avez plein de choses très intéressantes sur ces salons-là. Donc n'hésitez pas à vous inscrire dès l'instant que des dates sortent par rapport à ces salons. Parce que là, vous allez vraiment rencontrer beaucoup de partenaires qui vont vous guider dans beaucoup de choses. Donc en fait, chacun dans sa spécialité, hein, comme nous, bah, l'URSSAF, on va vous parler donc, des cotisations. Mais à côté, il va peut-être y avoir donc un cabinet comptable qui va vous dire, bah oui, là, il faudra peut-être plutôt tel statut. Vous allez aussi avoir des avocats, vous avez des notaires. Enfin voilà, vous avez vraiment tout un tas de. Vous avez des banques aussi, les impôts. Voilà, vous avez vraiment tout le monde de réuni sur le même site durant 1 ou 2 jours. Hein, ça dépend des sessions qui sont organisées. Et vous pouvez donc vous inscrire, prendre des rendez-vous et avoir vraiment vos réponses personnalisées en fonction de vos projets. Donc n'hésitez pas, hein, les salons objectifs entreprendre en fonction des dates qui sortent. Bon, là, le dernier qu'on a eu, c'était à Tours, donc on l'a fait en début juin, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus la date, début juin. Si, ouais, Ouais, 9 juin. Ouais. Donc après, 9 les et 10 prochains, juin. Laura, je ne sais pas si tu as d'autres dates éventuellement à communiquer. Il y en aura un, non, il n'est pas encore fixé. Il y en C'est aura pas un au mois de fixé. novembre pour Tours. Après, des salons comme ça, ils s'organisent un petit peu partout hein, dans la région. N'hésitez pas à la fin le support, vous l'aurez en version PDF. N'hésitez pas à la fin. Il y a petit 1 notre chaîne YouTube qui permet de pouvoir reconsulter tous les webinaires qu'on fait, les petits tutos. Et vous avez notre page régionale, vous verrez tous les salons auxquels on participe. Et quand on participe à un salon, on a souvent, enfin tout le temps, vous y trouverez banques, experts comptables, différents organismes qui aident à la création, à la poursuite d'une activité, mais aussi à son financement.
Donc, vous pouvez avoir, et les services fiscaux sont aussi très souvent présents. Et voilà, c'est des salons qui sont très complets. Moi, je vous invite à y aller, hein. Là, en tête, on va en avoir un. Le prochain aura lieu au mois de septembre. C'est le festival Entreprendre en Terre du Val-de-Loire qui aura lieu le fin septembre. Voilà, où vous pourrez voilà, y aller. C'est des ouvertures, c'est gratuit. Ça vous permet, il y a avocats, hein, les avocats sont aussi présents. Donc voilà, ça vous permettra de pouvoir avoir une information globale et des premiers contacts. Mais il est vrai que quand on choisit un statut, nous, en tant qu'organisme URSSAF, on est là pour collecter, hein, les contributions sociales et du coup les reverser aux caisses prestataires. Aujourd'hui, que vous soyez non salarié ou assimilé salarié, les droits sont quasi similaires à revenus identiques. Il faut qu'on soit d'accord, hein, sur les revenus identiques. La partie salariée, vous pouvez, sous certaines conditions, cotiser à l'assurance chômage. Vous avez aussi le risque professionnel voilà, qui vous est imposé, qui ne l'est pas côté indépendant, mais que vous pouvez prendre en parallèle. Et la mutuelle, si vous avez des salariés, qui est obligatoire pour vos salariés, mais qui le sera aussi si vous êtes non salarié. Tout choix de statut aujourd'hui, au-delà d'impliquer le montant des cotisations et des charges que vous allez avoir, c'est avant tout ce dont on parlait tout à l'heure, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de votre entreprise demain, à combien vous allez créer votre entreprise. Là, donc, ce qui va être pour vous le plus avantageux, hein, que ce soit socialement, mais aussi fiscalement, parce que c'est surtout ça qu'il ne faut pas oublier, c'est la partie fiscale et la protection aujourd'hui de vos biens personnels. Donc, c'est une vraie étude. Nous, aujourd'hui, ce n'est pas notre rôle, hein. Nous, on va collecter et reverser, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, dans les 5 heures aux caisses prestataires. Mais au-delà, voilà, n'hésitez pas à vous entourer de personnes de confiance, donc que vous pouvez retrouver, hein, dans des salons, forums, des personnes de confiance qui pourront vous donner les informations complètes pour étudier exactement votre dossier et ce qui aura un coût moindre, mais alors on n'a rien sans rien, on va être tout à fait honnête, mais une protection importante. Alors, on avait une autre question tout à l'heure, je crois. Quelqu'un a levé la main. Timothée, je crois. Oui, c'est encore moi, du coup, pour Oui. l'histoire du statut. Du coup, je me suis posé la question, si je ne suis pas gérant, mais par exemple, directeur